Êtes-vous prêt à plonger dans des récits où la tranquillité de la nature se transforme en cauchemar terrifiant? Découvrez nos 3 vraies histoires d'horreur en camping. J'avais 18 ans, plein d'énergie et prêt pour n'importe quelle aventure. Vous savez comment c'est? À cet âge, on pense que rien ne peut nous arrêter. Et le mot danger semble plus une invitation qu'un avertissement. Mes amis et moi avons décidé de faire un road trip jusqu'à la forêt nationale d'Apalachicola, en Floride. L'idée était simple, prendre la route, camper, boire quelques bières bien fraîches et profiter du week-end loin de ceux qui pourraient nous casser les pieds. Dès que l'idée est apparue, j'ai ressenti ce petit frisson dans le ventre. Vous savez, cette sensation qui mélange excitation et un peu de peur, comme si quelque chose était sur le point de se produire. Eh bien, ça me tournait déjà autour, mais bien sûr, je l'ai ignoré. Le groupe était enthousiaste, et rien ne semblait plus important que de prendre la route. La fenêtre ouverte et le vent sur le visage, l'odeur de pain et de terre fraîche, remplissant la voiture tandis que le soleil se couchait lentement. Après environ 7 heures de route, nous sommes enfin arrivés. La forêt était gigantesque, avec des arbres qui semblaient toucher le ciel et un silence qui étouffait presque le son de nos rires. J'ai toujours été le genre de personne à apprécier l'observation de l'environnement. Et là, tout semblait étrange. Il y avait quelque chose dans la façon dont le vent soufflait entre les arbres, comme si l'air était plus dense et que le son se perdait au loin. C'était comme si la forêt nous observait et non l'inverse. Nous avons monté nos tentes, pris nos boissons et commencé à en profiter. Pourtant, même avec tous ces rires, je ne pouvais pas me débarrasser de cette sensation bizarre. Vous savez, quand vous sentez que quelque chose ne va pas, mais que vous ne pouvez pas mettre le doigt dessus. Pendant que tout le monde buvait et discutait, un ami et moi avons décidé de faire un tour pour explorer. Ce n'était rien de spécial, juste une petite balade pour jeter un œil aux alentours. Nous avons quitté le campement et avons marché une centaine de mètres jusqu'à la route principale. Le silence de la forêt n'était interrompu que par le bruit de nos pas sur la terre, et ce sentiment que quelque chose n'était pas à sa place ne me lâchait pas. Bientôt sur la route, nous avons aperçu un autre chemin devant nous. C'était un sentier étroit, un peu caché, qui semblait mener au cœur de la forêt. Et bien sûr, comme 2 gamins de 18 ans qui se croient invincibles, nous avons décidé de nous engager par là. Au fur et à mesure que nous marchions, j'ai commencé à remarquer des choses qui, avec un peu plus de bon sens, m'auraient fait faire demi-tour immédiatement. De grands sacs poubelles éparpillés sur le chemin, entassés d'une manière qui ne semblait pas naturelle, comme si quelqu'un avait vécu là depuis longtemps. Mais vous savez, à 18 ans, à cet âge, on ne pense pas beaucoup aux conséquences. Dans notre tête, c'était juste un sentier ordinaire, et rien de mauvais ne pouvait arriver. Et c'est avec cette confiance naïve que nous avons continué, jusqu'à arriver à ce qui semblait être le campement de quelqu'un. Là, il était. Un homme plus âgé, blanc, vivant dans une vieille vanne sale, avec des fils à linge tendus entre les arbres, des glacières éparpillées sur le sol, et un grand chien, un golden retriever, qui semblait beaucoup trop calme pour le décor. L'atmosphère était tendue, mais en même temps, trop banale pour éveiller immédiatement des soupçons. J'ai ressenti un frisson, mais j'ai échangé des regards avec mon ami, essayant d'agir naturellement. Quand nous avons réalisé que l'homme nous avait vus, notre première réaction a été de tenter de nous éloigner discrètement. Mais il a commencé à nous parler, et, à notre grande surprise, il était plutôt amical. Il nous a demandé d'où nous venions, nous a donné des conseils sur des endroits sympas à visiter dans la forêt, et a même mentionné quelques parcs nationaux. Au début, il semblait juste être un vieux excentrique, le genre de personne que l'on croise et que l'on oublie rapidement. Mais quelque chose chez lui m'empêchait de me détendre complètement. Il était trop enthousiaste, et la façon dont il parlait était étrange. Il donnait des indications de manière vague, comme s'il n'utilisait aucune mesure réelle. Ni miles, ni mètres, ni kilomètres, seulement des étapes abstraites. Et la façon dont il se mouvait, un peu maladroitement, comme s'il essayait de garder l'équilibre sur une corde raide, me perturbait. Tout le temps, ce chien restait là, nous observant avec un regard presque hypnotisant. Quelque chose là-bas me mettait sur les nerfs.
mais je ne savais pas exactement quoi. Après une conversation qui a semblé durer une éternité, nous avons enfin réussi à nous éloigner. Cet homme, Gary, nous faisait signe pendant que nous nous éloignions, toujours avec ce sourire qui ne semblait pas correspondre au reste de la scène. Mon ami et moi avons suivi le chemin du retour vers le campement, en silence. L'étrangeté de la situation pesait dans l'air, mais en même temps, nous essayions de faire semblant que ce n'était que dans notre tête. Peut-être que c'était l'effet de la bière, peut-être que c'était l'atmosphère de la forêt, qui véhicule toujours une sensation un peu primitive et oppressante, ou peut-être n'était-ce que de la peur. Quand nous sommes revenus au campement, les autres étaient encore là, riant et profitant, comme si rien ne s'était passé. J'ai essayé de me remettre dans l'ambiance, mais le visage de cet homme restait gravé dans ma tête, et sa façon de parler de lieux qui semblait si familier pour lui, comme s'il savait quelque chose que nous ignorions. Cette sensation de malaise ne me quittait pas, mais encore une fois, on se persuade que tout est normal quand on est en groupe, non? Les jours passèrent et la vie continua. Le voyage n'était qu'une autre aventure à raconter entre amis, et avec le temps, le souvenir de cette rencontre étrange s'estompa. Pourtant, parfois sans prévenir, le visage de cet homme revenait à mon esprit, toujours avec ce sourire un peu tordu et le chien à ses côtés, comme s'il attendait quelque chose. C'était comme ces souvenirs qui restent à la limite de la conscience, insistants, mais qu'on préfère ne pas trop creuser. Puis, 2 mois plus tard, je reçois un appel de mon ami au milieu de la nuit. Ce même ami qui était avec moi sur le sentier. Il était nerveux, parlant rapidement, me disant d'allumer la télévision et de passer aux infos. Moi, encore endormi, je ne comprenais rien et j'étais même irrité. Mec, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me réveilles à cette heure? Il ne faisait que dire, tu dois voir ça. Quand j'ai enfin allumé la télévision, l'image qui est apparue m'a glacé sur le champ. À l'écran, son visage était là. Gary Michael Hilton, le même gars que nous avons rencontré dans la forêt. Ce sourire étrange, ses yeux un peu vides, comme s'il vivait dans un monde différent du nôtre. Je suis resté figé pendant un instant, incapable de comprendre ce qui se passait. C'était impossible. Enfin, bien sûr, le gars était étrange, mais cela ne signifiait rien, n'est-ce pas? La télévision montrait la photo de la vanne dans laquelle il vivait, celle que nous avions vue au milieu de ce sentier. Mais ce qui m'a vraiment coupé le souffle, ce n'était pas la vanne, c'était le chien. Le même Golden Retriever, arrêté à côté de la vanne, exactement comme je me le rappelais. C'est quoi ce bordel? C'est tout ce que j'ai réussi à dire. Mon ami, de l'autre côté du fil, insistait. Je t'avais dit de regarder? Ce n'est pas lui. Ce gars qu'on a rencontré, tu te souviens? Et alors, les nouvelles ont commencé à détailler les crimes. Gary Hilton était un tueur en série, condamné pour avoir kidnappé et tué plusieurs personnes. 4 victimes confirmées, dont certaines aux endroits exacts qu'il nous avait mentionnés ce jour-là. Lord Mountain, Pisgah, Apalachicola. Les autorités nous ont demandé de refaire le chemin que nous avions emprunté ce jour-là, de pointer les détails, les choses que nous avions vues, les mots que Gary avait prononcés. Je les ai guidés jusqu'à l'endroit où nous avions trouvé la vanne, l'endroit où la vie nous avait donné une seconde chance sans même que nous le sachions. La vanne n'était plus là, bien sûr, mais l'impression de cet endroit était gravée dans ma mémoire. Alors que j'expliquais chaque étape de la conversation, essayant de me souvenir de tout ce qui pourrait aider, l'un des enquêteurs a mentionné quelque chose qui m'a glacé le sang. Nous avons trouvé des traces d'os humains par ici, pas très loin de l'endroit où vous étiez. À ce moment-là, la gravité de cette expérience m'a vraiment frappé. Ce n'était plus une histoire lointaine, quelque chose que nous regardions de loin. Nous étions là, au même endroit où des vies avaient été prises. Et le fait que nous ayons été épargnés pour une raison que nous ne saurons jamais rendait tout cela encore plus fou. Après des heures de témoignages, de reconstitution et de questions, nous avons finalement été libérés. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Des semaines plus tard, j'ai reçu un autre appel. Cette fois, c'était à propos du procès de Gary Hilton et j'allais devoir revenir pour témoigner. Lorsque j'ai reçu la nouvelle que je devais retourner pour témoigner au procès, j'ai ressenti un mélange de terreur et d'incrédulité. Le fait d'avoir à affronter à nouveau cette histoire me
me causait une angoisse que je ne savais pas vraiment comment gérer. Voir cet homme, ce même gars que j'avais croisé par hasard dans la forêt, et maintenant savoir qui il était vraiment, c'était difficile à digérer. Quand je suis arrivé au tribunal, l'atmosphère était complètement différente de tout ce que j'avais vécu auparavant. La salle était froide, avec un silence pesant sur les épaules, comme si tout le monde partageait la même tension. Les lumières étaient vives, mais elles ne parvenaient pas à dissiper l'ambiance sombre qui semblait envahir l'endroit. Je savais que dans quelques minutes, je serais de nouveau face à face avec Gary. Sauf que cette fois, le contexte était différent, beaucoup plus réel, beaucoup plus lourd. En attendant mon tour de témoigner, je regardais sur le côté et vis les visages des familles des victimes. Elles étaient là, silencieuses, mais portaient une douleur qui débordait dans l'air. Moi, qui étais sorti indemne de cette histoire, je me sentais petit face à leur souffrance. J'étais là pour raconter ma part, mais je savais que pour ces familles, la fin ne serait pas si simple. Quand je fus enfin appelé, mon cœur battait dans ma poitrine comme s'il voulait s'échapper. Je suis entré dans la salle, j'ai donné mon témoignage, raconté notre rencontre, l'étrangeté de Gary et les choses qu'il nous avait dites. En parlant, je ressentais comme si je revivais tout cela, chaque mot me ramenant à cette forêt étouffante. J'évitais de le regarder, mais à un moment ou à un autre, mes yeux finissaient par croiser les siens. Et là, il était assis, avec ce regard vide, comme si rien de tout cela n'était réel pour lui. Le contraste était brutal. Lui, calme et sans expression, tandis que j'essaie de garder la voix ferme. Quand j'ai fini de parler, le silence est de nouveau tombé sur la salle. C'était comme si tout le monde retenait son souffle, attendant quelque chose qui n'arrivait pas. Je suis sorti du tribunal, et ce soulagement que j'attendais ne venait pas. Je suis parti avec la tête pleine de pensées, me demandant ce qui se serait passé si les choses avaient été différentes. En sortant du tribunal, l'air extérieur semblait différent, plus léger peut-être, mais en même temps chargé d'une tension que je ne pouvais pas expliquer. Je pensais qu'après avoir témoigné, je ressentirais enfin un soulagement, comme si je laissais cette expérience derrière moi. Mais la vérité, c'est que tout semblait encore plus intense maintenant. Ce n'était pas seulement le souvenir de ce qui s'était passé, mais la compréhension complète que mes amis et moi avions été dangereusement proches de quelque chose de monstrueux. Je suis rentré chez moi, essayant de reprendre ma vie, mais chaque fois que je fermais les yeux, je me voyais de retour dans cette forêt. Le visage de Gary Michael Hilton ne sortait pas de mon esprit. Cette expression vide, presque désintéressée, comme s'il était déconnecté de tout ce qu'il avait fait. Et le pire de tout, c'était de savoir que nous n'aurions jamais de réponse claire sur la raison pour laquelle il n'avait rien fait contre nous. N'était-ce qu'une question de chance? Ou quelque chose en nous l'empêchait d'agir? Ces pensées me rongeaient. Quelques jours plus tard, j'étais chez moi, seul, la nuit, quand le téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu, hésitant, et de l'autre côté, j'ai entendu une voix grave et calme. « Tu te souviens de moi ?» Mon cœur s'est arrêté pendant une seconde. La voix était basse, presque traînante, et quelque chose en elle a fait dresser tous les poils de ma nuque. Ce n'était pas possible. Gary Hilton était en prison. Il ne pouvait pas m'appeler. Mais, pendant un bref instant, la réalité semblait s'effondrer, et la paranoïa a commencé à me dominer. Tu sais ce qui aurait pu se passer dans cette forêt, n'est-ce pas? La voix a continué, chaque mot goûtant d'une menace silencieuse. Je ne pouvais ni parler, ni bouger. La peur a gelé mon corps. La prochaine fois, peut-être que tu n'auras pas autant de chance. La ligne est devenue silencieuse, et je suis resté là, immobile, tenant le téléphone comme si j'attendais que ce soit une sorte de blague de mon cerveau. Mais le poids de cet appel était indéniable, et même si je ne saurais jamais qui a vraiment appelé, que ce soit une farce ou simplement un délire de mon esprit surmené, l'effet a été profond. Cette expérience d'un week-end de camping dans la forêt ne m'a jamais vraiment quitté. C'est comme si une partie de moi était encore coincée là, au milieu de ce sentier, regardant la camionnette d'un homme qui, par un caprice du destin, ne nous a pas choisis comme ses victimes. Et cette incertitude, ce doute constant, est ce qui me hante le plus, pas les faits ou les nouvelles,
Mais ce qui aurait pu être, ce qui a failli se produire et ce qui aurait pu changer ma vie pour toujours. Au final, peu importe combien j'essaie, je ne saurai jamais toute la vérité. Peut-être que c'était de la pure chance, ou peut-être qu'il y a quelque chose de plus sombre, quelque chose qu'il a vu en nous qui l'a fait hésiter. Mais une chose est certaine, cette forêt, cette nuit et cet homme sont gravés en moi d'une manière que je ne pourrai jamais oublier. Prêt à ressentir la peur monter en vous? Alors, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et préparez-vous à frissonner avec notre prochaine histoire de terreur en camping. Quand on parle de camping, beaucoup de gens imaginent déjà un feu de camp, un ciel étoilé, ce silence agréable de la nature. Mais que se passe-t-il quand ce silence devient trop profond? Quand l'obscurité semble cacher quelque chose qui vous observe? Eh bien, j'ai toujours été une grande fan du camping. J'ai toujours adoré être en pleine nature, loin de tout et de tout le monde. Juste moi, le chant des grillons et le vent dans les arbres. Mon mari est pareil. Il adore explorer ces endroits avec une ambiance plus, disons, rustique. Et Rock Island, là-bas dans le Wisconsin, semblait être la destination parfaite. L'île est complètement isolée. Pour y arriver, il faut prendre 2 bateaux. Un ferry pour Washington Island, puis un autre, encore plus petit, pour finalement arriver à Rock Island. Il n'y a pas d'électricité, pas de voiture, juste vous et la nature. Et il y a beaucoup d'histoires derrière cet endroit. L'île compte 3 anciens cimetières, et les ruines des premiers colons sont toujours là, comme si le temps s'était arrêté. L'idée de passer quelques jours là-bas semblait incroyable, une sorte de refuge loin du monde. Mais personne ne vous prévient de la sensation que cet isolement peut vous procurer la nuit. C'était le début de l'automne, et le temps était parfait. Nous avons monté la tente près de grands arbres, avec la brise fraîche qui passait doucement et le doux son des feuilles qui dansent. Vous savez quand tout semble s'aligner. Le décor, le climat, tout contribuait à cette ambiance paisible. Après avoir passé la journée à explorer l'île et ses ruines, mon mari et moi avons décidé que la cerise sur le gâteau serait de sortir pour observer les étoiles. Là-bas, le ciel est si dégagé, sans aucune interférence de lumières artificielles, que les étoiles semblent plus proches, brillant avec une intensité qui vous fait presque oublier le reste du monde. L'idée était simple. Prendre la lampe de poche et marcher jusqu'à un champ ouvert, à environ 400 mètres du campement. Le seul détail qui donnait ce petit frisson était le fait que le chemin passait par l'un des cimetières de l'île. Alors, imaginez des cimetières anciens, oubliés par le temps, entourés d'arbres tordus. Pendant la journée, ils avaient déjà une énergie étrange, mais la nuit, tout change. Avez-vous déjà ressenti que quelque chose n'allait pas, mais que vous ne pouviez pas expliquer pourquoi? Eh bien, c'est ainsi que j'ai commencé à me sentir à mesure que nous nous approchions du cimetière. La sensation était que l'air avait changé. Vous savez, comme si, tout à coup, il était devenu plus dense, plus lourd. J'essayais d'ignorer cette impression en mettant la faute sur la fatigue de la journée, mais au fond, cette légère tension était là. Mon mari, toujours plus pragmatique, avançait avec la lampe de poche en main, éclairant le chemin de terre battue autour de nous. Le chant des grillons et la brise dans les arbres semblaient plus étouffés à mesure que nous nous rapprochions du cimetière. Lorsque nous sommes arrivés au portail rouillé, je me suis rendu compte à quel point cet endroit était silencieux. Ce n'était pas un silence relaxant, mais plutôt un silence dérangeant, qui vous donne envie de parler juste pour remplir le vide. Les vieilles pierres tombales étaient couvertes de mousse, certaines presque en train de tomber, et les arbres semblaient plus grands et plus sombres là-bas. La lune éclairait à peine, mais suffisamment pour que l'on puisse distinguer les contours des pierres tombales au loin. C'est alors que quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Alors que nous marchions sur le chemin, un brouillard a commencé à se former lentement autour de nous. C'était étrange, car le ciel était dégagé, sans aucun signe de pluie, mais ce brouillard venait de nulle part, s'approchant, traînant sur le sol comme s'il était vivant. Mon cœur a commencé à s'accélérer, mais j'ai essayé de rester calme, pensant que ce n'était qu'un phénomène naturel, peut-être l'humidité de la nuit ou quelque chose du genre. Mon mari, qui ne s'énerve pas facilement, a juste commenté « Étrange, non ?»
Il a continué à marcher, comme si cela n'était pas grand-chose. Mais je ne pouvais pas détacher mes yeux de ce brouillard. Il semblait différent. Ce brouillard se déplaçait d'une manière étrange, comme s'il savait exactement par où nous passions. Ce n'était pas un brouillard normal, qui flotte sans forme définie. On aurait dit qu'il se moldait autour de nous, presque en nous encerclant. Mon estomac a commencé à se nouer, et l'atmosphère tranquille de la marche s'est évaporée, laissant place à une tension croissante. Néanmoins, nous avons décidé de continuer. Nous étions presque à mi-chemin. Le champ ouvert n'était pas loin, et je ne voulais pas avoir l'air paranoïaque. C'est alors que je l'ai vu. Au milieu de ce brouillard, au loin, il y avait une paire d'yeux brillants. Ils étaient fixés sur nous, et leur éclat était suffisamment fort pour percer l'obscurité et le manteau de brume. À ce moment-là, mon corps s'est figé. C'était comme si tous mes instincts criaient que ce n'était pas normal. J'ai demandé à mon mari, d'une voix un peu tremblante, de diriger la lampe de poche dans cette direction. Il a obéi, sans poser de questions. Et lorsque la lumière de la lampe a illuminé l'endroit, rien. Mais avant que je puisse respirer un soupir de soulagement, 2 ou 3 autres paires d'yeux sont apparus. Ils sont sortis de nulle part, comme s'ils s'étaient cachés auparavant, et maintenant ils nous observaient avec une intensité déconcertante. Ces points brillants, qui semblaient flotter dans la brume, se rapprochaient de plus en plus. Et la brume, eh bien, la brume devenait plus épaisse, au point où nous pouvions à peine distinguer ce qui se trouvait à quelques mètres. À ce moment-là, je ne voulais pas savoir ce que c'était ni qui c'était. La peur a pris le dessus. Sans dire un mot, mon mari et moi avons commencé à courir en direction du campement. Le bruit de nos pas sur la terre était étouffé par le brouillard, qui semblait suivre nos pas, et je pouvais sentir la panique grandir en moi. La sensation d'être suivi, observé. C'était comme si quelque chose nous chassait. Alors que nous courions, j'avais l'impression que le temps était ralenti, comme si chaque pas que nous faisions n'était pas suffisant pour nous éloigner de cette chose, de ce qui nous suivait. Le son de mon cœur battant à tout rompre était si fort qu'il étouffait tout autre bruit, et j'avais à peine la capacité de penser. Mon mari, toujours le plus calme, semblait clairement inquiet maintenant. Il tenait la lampe de poche fermement, mais le faisceau de lumière semblait trop faible pour percer cette brume qui ne cessait de s'épaissir autour de nous. Chaque fois que je regardais par-dessus mon épaule, j'avais la certitude de voir davantage de ces yeux brillants se multiplier. Ce n'étaient plus seulement 2 ou 3 paires maintenant, mais des dizaines, peut-être des dizaines. Tous nous observaient en silence, comme s'ils attendaient le moment propice pour... Eh bien, je ne voulais même pas imaginer quoi. Après ce qui a semblé être une éternité, nous avons enfin aperçu les faibles lumières du campement, et ce fut le premier moment où j'ai ressenti une lueur de soulagement. Mais ce soulagement a été de courte durée. La brume était toujours là, plus dense que jamais, et les yeux continuaient à nous suivre. Lorsque nous sommes enfin arrivés à la tente, j'avais à peine la force de respirer, et la sensation d'être observé n'avait pas disparu. Mon mari a dirigé la lampe de poche une dernière fois dans la direction d'où nous venions, et c'est alors que nous avons vu. De l'intérieur de la brume sont apparus des renards, oui, des renards, 3 ou 4 d'entre eux, avec ces mêmes yeux brillants que nous avions vus auparavant. Ils nous observaient, curieux, immobiles, comme si tout cela n'était qu'un jeu. La panique que j'avais ressentie jusqu'à ce moment-là a été remplacée par un mélange de soulagement et de honte. Ce n'étaient que des renards, des animaux nocturnes qui se promenaient simplement par là, attirés par la lumière de la lampe ou par le bruit de notre marche. Bien que nous sachions qu'il n'y avait aucun danger réel, ce moment de pure adrénaline et de peur semblait encore coller à ma peau. La brume, le cimetière, les yeux dans l'obscurité. C'était comme si l'endroit jouait avec notre esprit, transformant l'ordinaire en quelque chose d'effrayant. Même après avoir découvert ce que c'était, le sentiment qu'il y avait quelque chose de plus là n'a jamais complètement disparu. Et c'est ce qui m'intrigue encore aujourd'hui. Était-ce seulement notre imagination? Cette île cache-t-elle quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre? Oserez-vous camper dans un endroit pareil? Laissez un commentaire
et dites-nous ce que vous avez pensé de ces récits glaçants, prêts pour notre dernière histoire terrifiante. Je n'ai jamais cru aux rumeurs, du genre des histoires de pêcheurs exagérées que les gens aiment raconter, mais ce que j'ai vécu lors de mes voyages d'été dans le Maine, au nord des États-Unis, a complètement changé ma perception de ce qui est ou non possible. J'ai toujours été quelqu'un qui aime la tranquillité. Pas de lieux animés, de plages bondées ou de grandes villes. Mon refuge, c'était le calme des lacs du Maine, surtout la région de North Pond. Chaque été, je louais une cabane simple, juste avec l'essentiel. Un lit confortable, une cheminée pour les nuits fraîches et une terrasse avec vue sur le lac, l'odeur du bois brûlé mélangée à la fraîcheur des pins. C'était mon échappatoire au tumulte du quotidien. Mais une chose étrange se produisait toujours. Certaines affaires disparaissaient mystérieusement de la cabane. Une lampe torche, quelques boîtes de conserve. Un jour, c'est même une bouteille d'eau que j'avais laissée sur la table de la terrasse qui avait disparu. Mais je ne m'en suis jamais vraiment inquiété. Je pensais qu'un animal curieux fouinait dans les parages. Même si des objets disparaissaient, je ne me suis jamais senti menacé pour autant. J'en plaisantais même. Je l'appelais le fantôme de la cabane. Mais, au fond, je savais qu'il n'y avait rien de surnaturel. Du moins, c'est ce que je croyais. Au fil des années, j'ai commencé à entendre des histoires étranges de la part de mes voisins de cabane, des personnes qui venaient aussi à North Pond depuis longtemps. Les conversations étaient toujours les mêmes. Quelqu'un a touché à mes affaires, mes provisions ont disparu du réfrigérateur, une radio a disparu du campement. Et le plus bizarre, c'était que personne ne voyait jamais rien. Pas de traces d'effraction, aucune empreinte, aucune indication de la présence de quelqu'un. C'est là que les rumeurs ont commencé à circuler. On disait qu'il y avait quelqu'un qui vivait dans les forêts autour du lac. Un ermite, un homme qui avait abandonné la société et vivait seul, se cachant entre les arbres, nous surveillant. Je me souviens avoir ri de cette idée au début. Qui ferait ça au XXIe siècle? Mais plus les gens en parlaient, plus une sensation de frisson me parcourait le dos. Une nuit, alors que j'étais assis sur la terrasse, le bruit du vent dans les arbres a été brusquement interrompu par un craquement sec de branches brisées. Cela semblait proche, je me suis levé et j'ai regardé en direction de la forêt. Le silence est revenu. Tout était immobile, mais le malaise est resté. La brise fraîche de la nuit semblait plus glaciale maintenant, et chaque ombre des arbres devenait un peu plus suspecte. J'ai fermé la porte, allumé la cheminée et essayé de me convaincre qu'il n'y avait personne. Le lendemain matin, une fois de plus, j'ai remarqué que certaines affaires avaient disparu. L'une des lampes torches que j'avais laissées sur la terrasse n'était plus là. Cette fois-ci, je sentais quelque chose de différent. Ce n'était plus une simple plaisanterie à propos du fantôme de la cabane. C'était comme si, soudainement, tout devenait clair. Les histoires que je trouvais drôles, les discussions des voisins, le craquement que j'avais entendu dans la forêt la nuit précédente. Quelqu'un était réellement là. J'ai décidé d'enquêter. Je ne suis pas du genre à me laisser intimider facilement, alors je me suis équipé d'une lampe torche et je suis allé faire un tour dans les environs. La forêt était dense et la lumière du soleil atteignait à peine le sol. L'odeur de terre humide et de feuilles en décomposition emplissait l'air et le bruit de mes pas sur les branches mortes résonnait dans toutes les directions. J'ai marché un moment, essayant de me convaincre que je ne trouverais rien, mais au fond de moi, je priais pour ne rencontrer personne. Soudain, quelque chose attira mon attention. Entre deux troncs, cachés sous une couche de feuilles et de branches, j'ai vu une petite piste presque imperceptible. Un passage qui semblait avoir été utilisé récemment. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, mais la curiosité était plus forte que la peur. J'ai suivi la piste, et plus j'avançais, plus il devenait évident que ce n'était pas un simple sentier tracé par des animaux. Il était étroit, mais suffisamment dégagé pour comprendre qu'il était emprunté régulièrement. J'ai continué jusqu'à ce que soudain, j'aperçoive quelque chose qui m'a arrêté net. Au milieu d'une clairière cachée entre les arbres, se trouvait une petite structure en plastique et en bâche, presque camouflée par la végétation. C'était une sorte d'abri improvisé, recouvert de branches et de feuilles. L'endroit était étrangement organisé, des boîtes empilées, des conserves et
même une vieille tente de camping. Mon regard balaya les lieux, et c'est là que la réalité m'a frappé. Le moment où j'ai vu cet abri a été un véritable choc. Les histoires étaient vraies. Quelqu'un vivait réellement ici, caché, si près de nous tout ce temps. Je suis resté figé pendant quelques secondes. L'odeur de moisissure et de terre, mêlée à une légère odeur de brûlé, comme si un feu venait tout juste d'être éteint, m'a mis en alerte. Avec précaution, je me suis approché de l'abri. Peu à peu, je me suis rendu compte que tout ici provenait de petits vols, des piles, des couvertures, des ustensiles de cuisine. Mon cœur s'est accéléré à mesure que mes yeux captaient plus de détails, jusqu'à ce que soudain, un craquement de branches derrière la tente m'arrête net. Mon corps s'est figé. Pendant une seconde, je suis resté complètement immobile, sentant la sueur couler le long de ma nuque. Soudain, une silhouette mince et grande a émergé de l'ombre de la forêt. Vêtu de vêtements si vieux qu'il semblait pratiquement faire corps avec lui, l'homme me fixait avec des yeux qui semblaient plus sauvages qu'humains. Le silence qui suivit était oppressant. Je ne savais pas à quoi m'attendre de sa part et, pour être honnête, je ne savais pas non plus ce que je ferais s'il tentait de s'approcher. Pour une raison quelconque, il ne fit rien. Il se contenta de me regarder avec un regard perçant et vide. J'ai ressenti quelque chose d'étrange. Ce n'était pas exactement de la peur, mais un mélange de pitié et d'incompréhension. Comment quelqu'un pouvait-il vivre dans des conditions aussi précaires? Il se retourna et disparut à nouveau, sans prononcer un seul mot. Je suis parti de là aussi vite que possible. Quand je suis revenu à la cabane, mon corps tremblait. Je ne savais pas si c'était à cause de l'adrénaline ou du froid qui semblait s'être emparé du lieu. J'ai essayé de rationaliser ce que j'avais vu. Peut-être qu'il essayait juste de survivre. Après cette rencontre, je suis revenu à la cabane, mais tout semblait différent maintenant. La tranquillité que j'avais toujours aimée dans cet endroit s'était transformée en une sensation de vulnérabilité. Je n'arrivais plus à me détendre. J'avais l'impression qu'à tout moment, il pouvait être là, à m'observer à travers les arbres, ou même à l'intérieur de la cabane, pendant que je dormais. Les jours qui ont suivi, la sensation d'être surveillé n'a fait qu'empirer. Pendant la journée, j'arrivais encore à me convaincre que tout allait bien. La lumière du soleil se reflétant sur le lac, le bruissement des feuilles dans la brise. C'était presque suffisant pour me distraire. Mais quand la nuit tombait, tout changeait. L'obscurité semblait encore plus épaisse et chaque bruit de la forêt me faisait sursauter. Une nuit, je n'ai plus réussi à ignorer ce sentiment. Je me suis réveillé en pleine nuit avec cette même impression qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je suis resté immobile dans mon lit, écoutant attentivement. Puis, je l'ai entendu. Un bruit léger, presque imperceptible, venant de la terrasse. Le son de quelque chose qui était traîné sur le sol en bois. Mon cœur s'est emballé. J'ai attrapé la lampe torche à côté du lit et me suis levé avec précaution, essayant de ne pas faire de bruit. Les mains tremblantes, je me suis approché de la porte et j'ai entendu à nouveau le bruit, plus distinct cette fois. Quelqu'un était dehors. J'ai ouvert la porte brusquement, braquant la lampe vers la terrasse, mais je n'ai rien vu. La panique a commencé à monter, mais avant que je puisse réagir, une silhouette s'est déplacée rapidement sur ma gauche. J'ai tourné la lampe dans cette direction, et c'est à ce moment-là que je l'ai vu. L'homme mystérieux était là, immobile, me fixant de ses mêmes yeux vides, comme s'il analysait chacun de mes mouvements. J'ai essayé de dire quelque chose, mais aucun mot n'est sorti. Il ne bougeait pas, se contentant de m'observer, comme s'il attendait quelque chose. Le silence était insupportable, et le temps semblait s'être arrêté. Puis, sans prévenir, il s'est retourné et a couru vers la forêt, disparaissant dans l'obscurité. J'ai fermé la porte et me suis appuyé contre elle. Haletant, je savais que si je restais là, quelque chose de pire pourrait arriver. À chaque minute qui passait, l'idée qu'il pourrait revenir devenait plus réelle. Ce n'était plus seulement un mystère. Cet homme représentait désormais une menace. Le lendemain, j'ai décidé de partir plus tôt que prévu. Le voyage de retour à la maison a été long et silencieux. Même après avoir laissé la cabane derrière moi,
j'avais encore l'impression d'être suivi. Ce n'était pas une poursuite physique, mais mentale. La paranoïa commençait à me ronger. C'est alors que j'ai fait ce que je n'avais jamais fait depuis ma rencontre avec cet homme mystérieux. J'ai cherché sur Internet toutes les informations concernant les disparitions et les vols dans la région de la cabane. Rapidement, je suis tombé sur un vieux titre de journal, l'ermite de North Pond. J'ai plongé dans l'histoire, et à chaque paragraphe, quelque chose en moi se glaçait un peu plus. L'article parlait de Christopher Knight, un homme qui avait vécu isolé dans les forêts du Maine pendant près de 3 décennies. Il volait de la nourriture et des provisions pour survivre. Pendant des années, il était passé inaperçu, se camouflant dans la forêt, jusqu'à ce qu'il soit capturé par un garde forestier en 2013. Il a avoué avoir commis plus de 1000 vols au fil des années. Mais ce qui m'a frappé, c'était un détail en particulier. Il avait été emprisonné depuis plus de 5 ans. J'ai senti mon estomac se retourner. Comment cela pouvait-il être possible? L'homme que j'avais rencontré, celui qui se tenait sur ma terrasse, était-il vraiment le même que celui qu'ils avaient arrêté? La date ne collait pas. Ce n'était tout simplement pas possible. J'ai continué à lire, cherchant une erreur, mais le fait était indéniable. Christopher Knight n'était plus dans la forêt. Il avait été arrêté des années avant mon expérience. Mon esprit a commencé à tourner. Si ce n'était pas lui, alors qui avais-je rencontré? Qui m'observait, me surveillait, volait mes affaires? Les nuits d'insomnie sont revenues de plein fouet. Mais cette fois, la terreur avait un nouveau nom, l'inconnu. Cet homme, ou quoi qu'il soit, ne faisait pas partie des histoires de journaux. Il n'était pas un ermite. Et le pire, il pouvait encore être là, dans cette forêt, attendant la prochaine personne imprudente qui déciderait de passer du temps dans cette cabane. Peu importe qui ou quoi il est toujours là, dans l'ombre, à observer. Et qui sait, il a peut-être déjà trouvé une nouvelle cible. C'est le genre de choses qui, même si j'essaie de l'oublier, ne me laisse jamais vraiment en paix. Prêt à vivre des frissons au cœur de la nature? Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer nos récits terrifiants de camping, de disparitions mystérieuses et de rencontres terrifiantes. Si vous avez une histoire de peur à partager, envoyez-la à nous par email. Votre anonymat sera respecté. Rejoignez notre communauté de passionnés d'énigmes et laissez-vous emporter par des récits qui éveilleront votre curiosité et vous hanteront la nuit.